qu'elle ait intégré la partie Pour présentation. votre partie, ce sera plus simple si vous la passez, D'accord. Je vous partage notamment à comme ça l'écran, euh, avec plaisir. vous pourrez gérer votre PowerPoint comme vous le souhaitez. Oui, super. Alors, je vais voir combien nous sommes. Bon, les gens commencent à arriver, donc on va pouvoir lancer la présentation et donc je vais lancer l'enregistrement. Pour information, pour les spectateurs, le webinaire sera sur notre chaîne YouTube. Alors, l'enregistrement, envie. Si ça veut bien marcher. Sinon, je vais enlever le partage et repartir. Arrêter, voilà, je lance l'enregistrement et on va pouvoir commencer. Alors, bonjour à tous, donc je suis Anne-Sophie Pouzol, chargée de mission copropriété à l'Agence parisienne du climat. Donc c'est moi qui vais animer ce rendez-vous copro sur la surélévation. Donc vous allez avoir un programme, donc avec mon collègue Fabrice Fouriot, et 2 intervenants, pardon, monsieur Scholzberg qui est architecte, qui a suivi le projet de surélévation avec une rénovation globale, et monsieur Petriart, donc qui va vous présenter en tant que copropriétaire, son retour d'expérience. Je vais commencer tout simplement par vous présenter rapidement l'Agence parisienne du climat. Donc, nous avons 3 axes de travail. Donc déjà, informer et conseiller donc, sur les particuliers, sur leurs questions générales sur le climat, la transition énergétique, accélérer cette transition et animer un certain nombre de sujets pour améliorer les connaissances. Donc, si vous souhaitez avoir des informations, déjà dans un premier lieu, vous pouvez vous demander un rendez-vous avec un conseiller FAIRE, donc c'est les membres de notre équipe. Donc au lien qui vous s'affiche ou au numéro de téléphone, sachant que vous pouvez également nous faire un mail, donc vous aurez le mail sur les diapositives, puisqu'en ce moment, nous avons beaucoup de rendez-vous. Donc n'hésitez pas. Pour les copropriétés, nous avons des outils un peu plus complets, donc qui passent par la plateforme Coach Copro. Donc c'est à la fois une plateforme pour les copropriétaires et une pour les professionnels. Vous, ce qui vous concerne, donc c'est la partie copropriétaire, où vous allez être accompagné par moi-même ou un de mes collègues sur le suivi de votre projet. En fonction de vos besoins, on s'adapte, notamment lorsqu'il y a des projets de surélévation et de rénovation globale. Voilà, on suit les projets de A à Z. Donc la plateforme Coach CoPro vous permet également d'avoir accès à un annuaire des professionnels. Vous avez un extrait ici, et également à une carte des copropriétés rénovées, donc qui vous donne un exemple de travaux qui sont soit en cours, soit déjà finis. Vous pouvez trier les copropriétés en fonction des caractéristiques de votre copropriété en termes de nombre de logements, de date et des travaux que vous envisagez. Donc n'hésitez pas à utiliser cet outil. Donc, comme je vous ai dit, le programme, donc on va faire une présentation donc là, je vais avoir fini pour la présentation générale. Mon collègue Fabrice Fouriot va vous faire une présentation de l'intérêt de la surélévation, notamment avec les enjeux climat actuels. Nous aurons ensuite la présentation du projet avec monsieur Scholzberg et monsieur Petriat, donc sur une copropriété qui est en cours de travaux. C'est en fin de travaux même. Et nous aurons une partie questions-réponses à la fin. Donc, je vous remets nos coordonnées. N'hésitez pas donc à prendre rendez-vous et tout ce que je vais vous présenter là sera derrière envoyé par mail. Je vais vous mettre un lien vers un formulaire dans la discussion.
Vous pouvez donner votre adresse mail dans ce formulaire et nous vous enverrons derrière l'ensemble des documents ainsi que les informations sur la copropriété, éventuellement. Enfin, on verra tout ça, mais dans tous les cas, vous aurez tous les PowerPoint. Voilà. Hop, donc je vais laisser la parole à mon collègue Fabrice Fouriot. Est-ce que vous voyez bien, le nouveau PowerPoint? Oui, OK. Le Très son bien. passe bien, parce que du coup, je vais prendre le relais. Alors Oui, Anne-Sophie, c'est bon pour toi. OK, je comptais le partager, mais du coup, Non, je tu te le passes. laisse, vas-y, ce sera plus OK, simple. ça marche. Donc, Voilà. je vais le partager, je vais aller le chercher. Hop, il est là. Est-ce que vous le voyez de votre côté? Oui, c'est bon. Et est-ce que les diapos passent? Oui. oui, C'est ce qui compte. Merci Anne-Sophie pour cette présentation. Donc, je suis Fabrice Fouriot. Je suis conseiller à l'Agence parisienne du climat en détachement à la direction de l'urbanisme. Et puisqu'on m'a demandé de contribuer aujourd'hui à la présentation avec un temps imparti assez réduit, j'ai délibérément mis l'accent sur les enjeux qui sont assez actuels. En tout cas, d'un point de vue médiatique, on entend beaucoup parler. Et il se trouve que ça ne se limite pas à cette actualité, c'est un fait avéré. Je vais donc passer en revue des éléments climatiques, énergétiques, et puis je vais venir également parler d'éléments réglementaires à travers le PLU et surtout essayer de vous convaincre d'embarquer de la meilleure des manières eh bien, ces éléments environnementaux lors de projets de surélévation. Donc c'est parti. Ce que j'ai appelé l'urgence climatique qui n'est plus une fiction et qui n'est plus reportée à demain, mais tout à fait présente. Je vous ai fait 2 extractions. Sur la gauche, c'est l'année en cours, qui, touche à sa fin, où c'est ici, on est sur une température par rapport à la moyenne. Quand on dit à la moyenne, c'est une moyenne trentenaire, pardon, encore actuellement basée sur les 30 ans situés entre 1981 et 2010. On est à la mi-décembre sur l'année entière à environ plus de 2,5 par rapport à la moyenne. En 2003, j'ai pris délibérément là aussi cette année 2003 parce qu'on s'en souvient avec son mois d'août qui avait été marqué par une canicule. Nous en étions quand même restés à la fin de l'année avec une température supérieure de 0,8 degrés à la normale. Pour mettre en évidence que cette année, on a eu 2 événements marquants en juillet et août et que malheureusement, ceci marque une tendance qui va chaque année, malheureusement, être un petit peu plus réelle. Donc voilà, pour planter un petit peu les cordes d'un point de vue des tendances qui s'orientent pour nous à Paris. Donc, ce qu'on est capable de dire, de manière avérée et scientifique, c'est que ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables de cette dérive climatique, de ce dérèglement climatique. Et pour ce qui est de notre sujet d'aujourd'hui, dans la construction des bâtiments, il conviendra de nous approprier les bonnes méthodes afin d'être le plus en phase possible avec cette limite de l'impact climatique. Vous pourrez, alors lorsqu'on va vous adresser les supports, vous pourrez cliquer de manière à prendre connaissance à tête reposée un petit peu de tout ce qu'on appelle changement climatique. Là, c'est resserré sur la France. Et on engage progressivement le rapprochement avec le sujet concernant Paris, le plan climat de Paris, pour information, qui a été voté à l'unanimité au Conseil de Paris fin 2006, mise en application en 2007, là encore. On vous invitera à vous rendre sur les pages dédiées, paris.fr, et puis le plan climat lui-même. Donc, comme j'ai écrit, chaque projet de construction, puisque la surélévation en est un, mais également de rénovation, et après tout, une surélévation peut être une occasion pour notamment les copropriétés d'engager un processus plus global combinant construction sur élévation avec une rénovation du bâtiment existant et de s'inscrire dans cette trajectoire de cohérence climatique et bâtie, donc qui est cette prochaine diapo, où j'ai vraiment comprimé à l'extrême, synthétisé à l'extrême un petit peu cette approche que nous devons avoir lorsqu'on engage un processus de conception concernant
une extension, une surélévation, c'est de mettre un accent assez prononcé sur la sobriété énergétique. C'est quoi? C'est de minimiser le recours à l'énergie et notamment pour le chauffage. C'est ce que j'ai mis juste là, de tendre vers ce qu'on appelle un niveau passif, voire une certification d'un bâtiment et d'une extension passive, où nous n'avons plus besoin de nous équiper d'un système de chauffage. Ceci est d'autant plus pertinent que ça permettra à l'architecte, à la conception générale, en incorporant la maîtrise d'ouvrage, d'avoir une écriture assez aboutie d'un point de vue précisément architectural, en même temps que d'être en pleine cohérence avec ce dont on a parlé juste avant. Et je vous l'accorde de manière très rapide sur les enjeux climatiques. Réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation de chauffage. On a également un autre point très important à mettre en ligne dans notre projet de conception, c'est l'adaptation à cette dérive climatique et notamment sur les épisodes caniculaires, les épisodes de surchauffe l'été, qui vont être de plus en plus nombreux et de plus en plus longs, et face auxquels on va devoir trouver des stratégies, parmi lesquelles notamment, dès la conception, d'utiliser des matériaux appropriés, des matériaux qui ont une masse volumique, une densité intéressante, qui vont permettre de conférer à cette surélévation un comportement plus adapté grâce à cette inertie lors de ces séquences de forte chaleur. Enfin, ce dernier point dans ce que j'appelle une approche multicritère qui vient conjuguer à la fois le choix des matériaux, en ce que le choix des matériaux est important puisque produire des matériaux, c'est également envoyer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et plus on aura cette cohérence climatique jusqu'au bout et jusqu'au choix des matériaux, en passant évidemment par les consommations d'énergie en régime d'exploitation d'un bâtiment, et plus on s'inscrira à la faveur de ce moindre impact environnemental. Hein. Ça va être ce que j'appelle le cycle de vie, et notamment l'impact carbone des matériaux, matériaux de structure, les matériaux d'isolation, ce qu'on appelle les gammes biosourcées, qui peuvent être très intéressantes, à la fois sur le service rendu et sur ce moindre impact environnemental. Le deuxième point que j'amorce en fin de diapositive, c'est cette fois-ci, je viens resserrer sur la valeur, la performance énergétique en exploitation. Actuellement, lorsqu'on fait une surélévation, on doit se conformer à la RT 2012, réglementation thermique 2012, dont j'atteste lors du dépôt du permis de construire. Lorsque je dépose mon permis de construire, sans doute cela sera évoqué plus tard dans la présentation, je viens joindre dans le dossier des pièces parmi lesquelles cette attestation de prise en compte de l'RT 2012 qui montre que je respecte ce niveau de performance. J'y ajoute un élément spécifique au niveau de Paris qui est là aussi une attestation d'un niveau de consommation d'énergie qui est inférieur de 20% par rapport à ce que dit la loi. Ça, c'est important. Ça vient permettre de se conformer à l'article 15 du plan local d'urbanisme. Dans cette bonne trajectoire, eh bien, elle est ponctuée, cette trajectoire est ponctuée d'éléments incitatifs, parmi lesquels certains financiers qui sont méconnus. C'est pour ça qu'on les met en avant à l'Agence spatiale du climat, notamment certificats d'économie d'énergie associés à ce qu'on appelle la surperformance énergétique. Là, vous pourrez retrouver la fiche. C'est une bonne manière de s'inscrire, encore une fois, dans une démarche vertueuse, de telle sorte que on met en place un programme qui sera le plus possible orienté vers une trajectoire bas carbone. C'est intéressant et là aussi, ça doit être pleinement intégré dans une conception. Ce que je peux également dire à cette date, c'est que la RT 2012 vit ces derniers mois pour laisser place, sans doute au cours du second semestre 2021, à la RE 2020, réglementation environnementale, qui reprendra tout ce que j'ai pu dire juste avant, évidemment avec le souci du détail, mais en intégrant un périmètre d'évaluation beaucoup plus vaste que la seule performance énergétique en exploitation. Je commence un petit peu à disséminer des éléments qui sont utiles pour conduire une conception, c'est d'y associer simultanément à la fois l'approche technique, urbanistique d'ailleurs, j'y viens juste après, mais également financière, d'écrire, de coécrire l'ensemble des éléments tant techniques que financiers, de telle sorte que l'on sorte
un projet qui est le plus cohérent à ce niveau-là. Ça, c'est important et je pense, selon toute vraisemblance, que ça aussi sera bien présenté juste après. Alors, j'en arrive aux éléments réglementaires, urbanistiques, que l'on retrouve dans le plan local d'urbanisme parisien. Évidemment que lorsqu'on s'oriente vers une surélévation, on va venir tôt ou tard à la rencontre d'éléments qui nous disent jusqu'où on peut élever un édifice. On retrouve cette condition notamment dans l'article 10 du plan local d'urbanisme. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour le dire et on vous le fera parvenir à travers les supports. Nous avons déjà fait intervenir des personnes de la direction de l'urbanisme pour aller beaucoup plus en détail de ce que je vais, pardonnez-moi, survoler. Mais les éléments sont là. Il y a 3 éléments qui sont à considérer sur les conditions des hauteurs maximales des constructions. Des éléments de volumétrie, ce qu'on appelle le gabarit enveloppe, des éléments d'ordre de volumétrie générale et spécifique. Générale, c'est associé à la largeur des voies, des routes, des avenues, que l'on vient augmenter d'une certaine hauteur pour arriver à la hauteur de façade maximale à laquelle je peux aller. Et puis spécifique, c'est lorsque nous avons des filets qui bordent certains bâtiments le long de certaines voies, avec des couleurs, avec des hachures ou des traits pleins, qui vont venir vous indiquer les conditions d'augmentation possibles ou pas, selon les bâtiments et selon surtout leur situation. Deuxième point, des éléments de paysage, les plafonds de hauteur, les fuseaux. On est là plutôt sur des grandes considérations et notamment les hauteurs maximales selon que l'on se trouve plus près du centre de Paris ou plus près des zones périphériques de Paris. Et puis enfin, un aspect qui est très important à intégrer en faisabilité, justement l'aspect, l'écriture architecturale, la sensibilité architecturale. Ça se retrouve dans l'article 11 du PLU. On est plus là sur une approche, encore une fois, sensible à la discrétion des architectes des bâtiments de France, mais également du service d'urbanisme. On n'est pas dans une approche cartésienne, mais plutôt culturelle. Des cas de possibilité à déroger de ces règles précédemment énoncées, décret Duflot, pour tout ce qui est création de logements ou extension de logements, bien que l'on ait par exemple, bien que l'on sorte des éléments juste précédemment cités. Et puis la disparition du COS, coefficient d'occupation des sols en 2013, qui est venu libérer du reste à construire et notamment à Paris. Alors lorsque l'on projette de faire une extension et que l'on est sur une typologie de bâti où on va rester, où on va créer une toiture terrasse, il conviendra également de se conformer à une autre disposition réglementaire qui apparaît dans le plan local d'urbanisme, c'est l'UG 13, espace libre et plantation, végétalisation du bâti. On n'est plus sur la dernière partie, où on devra mettre en place un système permettant de faire de l'abattement pluvial à partir du moment où on générera plus de 100 mètres carrés de toiture terrasse. Là aussi, je vous ai mis des points que vous pourrez aller voir. Ce sont des petites présentations sur YouTube de l'Agence régionale à la biodiversité tout à fait récent, issue d'une étude qui a duré 3 ans qui s'appelle Grooves. J'attirerai simplement votre attention sur le fait de favoriser des végétalisations les moins carbonées possibles, encore une fois, par souci de cohérence. Et vous verrez un petit peu tout ce qui est dit, mais notamment le choix sur des modes de culture les plus low-tech possibles. Et puis l'autre aspect très important, et je vous renverrai vers le tout début de cette petite présentation, c'est dans la considération de lutter de manière utile contre l'îlot de chaleur urbain et de faire en sorte que ces toitures terrasses végétalisées soient en état de le faire, c'est-à-dire qui contiennent de l'eau, suffisamment d'eau pour évapotranspirer, c'est comme ça que l'on dit, en période estivale, parce que si les toitures terrasses végétalisées sont sèches, ça n'apportera malheureusement à peu près aucun gain au niveau de la lutte contre l'îlot de chaleur urbain. Dernier point, dernière diapositive, et c'est sans doute là peut-être le plus important, c'est ce qu'on appellerait le parcours utilisateur. De telle sorte que vous soyez sur les bons rails pour conduire votre projet depuis les premières esquisses, les idées, jusqu'à la conception. C'est de
co-construire celui-ci avec le concours de l'administration pour que là encore, vous vous assuriez de ne pas vous tromper dans les orientations. Il conviendra donc de vous rapprocher des architectes des bâtiments de France, simultanément, des architectes des bâtiments de France, des services d'urbanisme où je suis, également un acteur, un interlocuteur assez méconnu du grand public peut-être, la Commission du Vieux Paris, qui a beaucoup son mot à dire dans ce cadre, dans ce genre de projet. De me solliciter, ça sera le petit lien que vous aurez là. Si vous cliquez et que vous prenez rendez-vous, ça sera avec moi que vous le prendrez. Et puis le dernier point, peut-être qui vient couronner tout ce que j'ai dit, c'est de consulter le guide d'application des dispositions environnementales du plan local d'urbanisme parisien. Voilà ce que j'avais à vous dire. Pardonnez-moi, c'est très comprimé, c'est très rapide, synthétique. C'est plutôt pour vous inviter à revenir vers nous, mais je pense que ça vous donne déjà un petit peu les bornes d'un parcours utilisateur dans le cadre d'une surélévation avec une valeur environnementale poussée. Et je reste avec vous pour répondre tout à l'heure peut-être à vos questions, remarques éventuelles. Merci Fabrice. Donc, comme on a dit tout à l'heure, vous allez avoir ce PowerPoint dans le mail en l'indiquant dans le formulaire que je vous ai mis dans la discussion, avec tous les liens. Et puis, il y aura probablement des documents supplémentaires dans le mail également. Je vous invite à indiquer vos questions dans l'onglet questions-réponses que vous avez si vous passez votre souris en bas de l'écran. Ce sera plus facile à gérer pour la suite. Monsieur Schiosberg, je vous laisse commencer puis présenter le projet pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Alors, j'essaie de... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, il est en plein écran là. Très bien, bonjour à tous. Je suis Bertrand Schiosberg, je suis le directeur général de la société Atelier Parisien de Surélévation. Nous sommes promoteurs immobiliers et promoteurs aériens, c'est-à-dire une nouvelle typologie de promotion qui a été réalisée, enfin mis en tout cas possible, rendu possible, notamment grâce à la loi Allure dont Fabrice parlait tout à l'heure, qui a déplafonné un certain nombre de contraintes, notamment l'occupation, le coefficient d'occupation du sol, permettant la densification des centres-villes, entre autres. Concrètement, pour donner un exemple simple, mon métier, c'est d'adresser des immeubles, quand vous avez votre immeuble est plus bas que celui d'à côté, en respectant un certain nombre de règles, la loi autorise de monter votre immeuble plus bas à hauteur de l'immeuble d'à côté. C'est aussi simple que ça s'appelle une dent creuse. Pour peu que les règles d'urbanisme mentionnées tout à l'heure soient respectées, l'architecture et un certain nombre d'autres sujets, cela permet de pouvoir, pour nous, acheter les droits à construire. On paye l'air au-dessus des immeubles aux copropriétaires et avec cet argent, vous rénovez votre copropriété. Donc, on va le voir tout à l'heure. Il y a 8 points. Je vais passer vite parce que il faut que vous compreniez qu'une surélévation, c'est un projet magique, c'est un projet unique qui apporte des vrais bénéfices pour les copropriétaires. Par contre, c'est un projet complexe, donc je vais juste vous donner les cadres de ce qu'est une surélévation et pourquoi et en quoi une surélévation peut apporter justement un appel de fonds inouï pour rénover votre copropriété. Évidemment, cela va dans le sens on va faire un zoom sur la partie de la surélévation que nous réalisons en ce moment, 5 rue du Docteur Potin, 3 étages en haute hauteur, 300 mètres carrés. Et on va vous expliquer de quelle manière les investissements que nous avons faits dans cette copropriété rénovent entièrement cet immeuble. Alors, qu'est-ce que la promotion dite aérienne? On le voit dans le petit schéma en haut à droite. Là, nous sommes dans la configuration de dent creuse. C'est un projet sur lequel nous travaillons en ce moment. Nous pouvons
augmenter la hauteur de l'immeuble. C'est-à-dire que nous achetons des droits à construire, nous achetons l'air, soit en haut des immeubles, soit des fois en fond de parcelle, au-dessus des garages, ou alors dans un parc, etc. Nous payons ces droits à construire en travaux de rénovation, la plus 95% du temps, et quand rarement et de temps en temps les copropriétés sont en bon état, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement structurel, de ravalement ou de rénovation des parties communes, c'est payé en numéraire, ça passe par notaire et on va le regarder tout à l'heure. Et le troisième point, c'est que nous n'avons pas un client, nous avons tous les copropriétaires regroupés au syndicat, dans le syndicat des copropriétaires, ce sont nos clients. Donc vous êtes tous clients et vous avez tous votre mot à dire. Donc pour résumer, c'est une opportunité inouïe, unique, de développer un projet dont vous n'aviez pas connaissance, qui peut rapporter de l'argent à la copropriété, qui est écologique et utile. Alors, qui sommes-nous ? On va passer très rapidement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un projet de surélévation ne se fait que quand il est bien encadré avec des professionnels qui ont l'expérience. Et nous avons une expérience à la fois professionnelle immobilière, à travers des dizaines d'années de promotion, de rénovation, d'achat, de revente et de surélévation, et puis aussi l'ingénierie financière. Et je suis obligé d'en parler parce qu'il n'y a pas de projet sans ingénierie financière. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Donc, il faut tout prévoir en amont, il faut être transparent, il faut être sérieux. Et une de nos compétences, c'est de travailler avec les copropriétaires, c'est-à-dire de donner du sens à chaque copropriétaire, celui du dernier étage comme celui du rez-de-chaussée, les petits copropriétaires et les gros copropriétaires, et embarquer tout le monde pour que justement il y ait une adhésion forte. Et l'objectif étant de partager la valeur d'un projet immobilier avec vous. Alors, la surélévation, là c'est un projet, nous signons la promesse demain matin dans le nord de Paris, dans lequel nous allons ajouter deux étages à l'immeuble. Donc, ce qu'est une surélévation, c'est donc un projet soutenu par les pouvoirs publics pour peu que nous restions dans les règles d'urbanisme et de validation des architectes des bâtiments de France et de la Commission du Vieux Paris. C'est-à-dire un projet, il n'y a pas de projet fantaisiste. Votre immeuble est peut-être réhaussable, mais ça fait partie d'une étude très, très approfondie avec architectes, bureaux d'études, urbanisme, etc. Deuxièmement, un projet de surélévation, c'est un projet transparent, légal et notarié. C'est-à-dire, on achète un terrain, comme quand vous achetez un appartement, nous, on achète le toit et l'air au-dessus. C'est une occasion unique de faire financer sa rénovation gratuitement, de gagner de l'argent en restant chez soi, parce que nous assumons tous les investissements. C'est-à-dire, nous ne demandons pas un seul euro aux copropriétaires et nous gérons l'intégralité d'un projet de bout en bout. À la fin de notre passage, c'est une valorisation de chaque appartement, en particulier, et puis en règle générale, de la copropriété, puisqu'évidemment, nous travaillons sur les bases, les fondations, nous remontons ascenseur, partie commune, ravalement, toiture, donc l'immeuble est refait complètement en état pour pouvoir assurer les 50 prochaines années. C'est aussi une opportunité de réduire les charges globales. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nouveaux copropriétaires. Dans le cas de cette surélévation avec le carré rouge, on rajoute 2 étages, un R+3, c'est-à-dire il y a 4 plateaux. Donc ça veut dire que nous, il va y avoir un tiers de l'immeuble développé en plus. Ça veut dire que du jour au lendemain, les charges générales sont réduites d'un tiers pour chaque copropriétaire. Et individuel, parce que comme on refait de la rénovation des immeubles, notamment on fait par nature un nouveau toit, ça veut dire que c'est la fin des passoires thermiques, la fin des déperditions d'énergie, entre autres, et donc il y a des économies de chauffage à faire de façon individuelle. Donc c'est extrêmement vertueux. Et c'est un geste citoyen parce que finalement, en validant une surélévation, vous validez une rénovation de votre immeuble, vous densifiez les centres-villes, il y a moins de trajets carbonés parce que les gens, du coup, habitent sur place et utilisent les transports en commun, et puis il n'y a plus de passoires thermiques, donc il y a moins de déperdition de gaz carbonique dans le ciel. Alors, notre proposition de valeur, nous, c'est tout simplement de travailler qu'avec des personnes expérimentées, de prendre le temps de parler d'un projet. Un projet, c'est sérieux, c'est compliqué, il faut faire un certain nombre de validations, donc nous ne dérogeons pas à notre règle, nous avons un protocole très strict, nous partageons les outils, les algorithmes nous avons développés nous-mêmes, et nous partageons la valeur d'un projet avec vous. Voilà, nous devenons
on fait pas presque une copromotion, c'est-à-dire que nous assumons tous les risques, mais nous travaillons avec vous et ensuite vous avez les bénéfices et à la fin, nous aussi, nous avons un résultat. Alors, le cercle vertueux de l'éco-surélévation. Alors, passons vite sur ce point-là, mais passons quand même quelques minutes pour que vous compreniez que dans tous les cas, ce cercle-là n'apporte que des bienfaits. Alors, pourquoi ? Parce que, commençons par le haut. Une surélévation, nous achetons les droits à construire et nous payons en travaux. Donc, par exemple, la rénovation des parties communes et le ravalement sont des grosses charges qui coûtent cher, qui sont compliquées à provisionner, qui prennent des années à provisionner. Donc ça, nous le finançons nous-mêmes. Donc, il n'y a plus de grosses charges à payer pendant 10 ans. Quand il y a un ascenseur, on l'augmente. Quand il n'y a pas d'ascenseur, on en installe un. Ça apporte une valeur ajoutée aussi à l'intégralité des lots. Évidemment, on fait un audit structurel de l'immeuble pour pouvoir savoir si l'immeuble peut tenir la charge incrémentale des nouveaux lots construits. Donc, ce sont une étude de sol et des bureaux d'études structure notamment qui interviennent et qui sont indépendants et qui nous imposent en disant attention, cet immeuble peut accepter un étage, mais si vous en faites 2, il faut le faire en structure légère, il faudra renforcer éventuellement les fondations, etc. En bas, on parle de la nouvelle toiture, on fait des étages nouveaux, donc nouvelle toiture, RT 2012 ou RE 2020, dans tous les cas, elles sont aux normes. Et puis, on travaille sur un mode opératoire. Les travaux sont optimisés. Pourquoi ? Parce que, évidemment, alors le bureau, je ne vais pas parler de la baisse des charges, j'en ai parlé tout à l'heure, mais dans les travaux, on travaille essentiellement en bois. Donc, éco-responsabilité, filière durable, surélévation en ossature légère. Ça réduit significativement le temps du gros œuvre, c'est-à-dire que les travaux sont réduits. On fait fabriquer à l'extérieur des panneaux, on les fait livrer, c'est-à-dire qu'en quelques semaines, on peut monter une structure afin de se retrouver hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire en gros avec un toit et des murs. Et puis ensuite, il y a une vraie participation des pouvoirs publics et grâce à l'accompagnement de l'Agence parisienne du climat, il y a une ingénierie financière qui s'applique aussi pour optimiser les investissements et bénéficier aussi des subventions disponibles. Donc, c'est absolument superbe ce modèle-là. Et on arrive avec des nouveaux copropriétaires arrivant dans les lieux. Donc, c'est une dilution des tantièmes respectifs et une réduction des charges générales. Donc, vous le prenez, vous commencez par l'ascenseur ou par les travaux, vous le prenez dans le sens que vous voulez. Ça, c'est une surélévation. Et ça, c'est une surélévation qui apporte un vrai gain énergétique. C'est une éco-surélévation pour vous. Alors, en matière de temps, sachez qu'un projet s'inscrit quand même dans la longueur. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où nous sommes sollicités par des copropriétaires, il y a la discussion avec les copropriétaires et puis il y a toute la faisabilité administrative. Nous mandatons des architectes et nous allons voir notamment l'urbanisme pour discuter du projet. Est-ce que le gabarit est bon ? Est-ce qu'on peut monter 2 étages, 3 étages, 1 étage ? Peut-être, dans certains cas, nous avons un gabarit enveloppe qui nous permet de monter plusieurs étages, mais l'urbanisme et les architectes du bâtiment de France nous disent pour la continuité visuelle d'un projet, nous vous demandons de rester au gabarit, à la hauteur des immeubles mitoyens, etc. Donc ça, c'est une discussion que nous retranscrivons auprès des copropriétaires. Ensuite, il y a toute une partie qui est très administrative, c'est le vote en assemblée générale du projet, la signature de la promesse de vente, le dépôt du permis de construire, et une fois que le permis de construire est purgé de tout recours, la signature de l'acte authentique, c'est-à-dire là, nous devenons copropriétaires avec vous. Et à ce jour-là, d'ailleurs, le syndic nous envoie notre appel de charge du nouveau lot d'attente, le nouveau lot provisoire qui a été créé. Nous payons nos charges. Donc, du jour au lendemain, vous touchez votre argent à l'acte authentique et les charges baissent. Et ensuite, nous occupons de la partie de construction et de la vente. Pour simplifier, les copropriétaires, vous touchez de l'argent lors de l'acte authentique, c'est-à-dire que le permis de construire est purgé, et nous, promoteurs, nous touchons de l'argent lors de la vente des lots, donc 1 an plus tard. On a intérêt à travailler bien, à travailler vite, à travailler de façon très efficace pour que justement l'intégralité du projet se passe dans les meilleures conditions. Alors, quelques petits retours d'expérience. C'est presque fini, pour ceux qui éventuellement se posent la question.
Une surélévation, c'est une occasion unique de gagner de l'argent et de rénover son immeuble, on l'a vu. Mais attention, on essaye de tout faire pour que ce soit simple pour vous, mais derrière, sachez que c'est un projet complexe. Donc, on essaie de se rendre ce projet simplifié, mais c'est un projet difficile parce que justement, administrativement, techniquement, financièrement, il faut piloter un projet. Deuxièmement, c'est un projet qui s'inscrit dans le temps. On l'a vu tout à l'heure. Troisièmement, Fabrice l'a rappelé tout à l'heure, tous les immeubles ne sont pas éligibles. Vous êtes peut-être en situation de dent creuse, mais il y a des vues arrière. Le plan local d'urbanisme est très strict. On ne fait pas de dérogation, c'est-à-dire on n'a pas le droit de déroger à une situation peut-être déjà qui n'est pas aux normes. Donc, si jamais il y a un bâtiment dans la cour qui est à quelques mètres de votre bâtiment principal, ben, on n'aura pas l'autorisation de monter. Il n'y aura pas de dérogation. Ça, c'est la règle. On a le droit de préserver, et tant mieux, il faut préserver les intérêts aussi des copropriétaires, notamment ceux dans la cour. Et dernier point, évidemment, attention aux fausses promesses. Je vous conseille de travailler uniquement avec des promoteurs qui ont déjà fait des surélévations parce que ça fait un peu tourner la tête. On parle de gros chiffres, on parle de centaines de milliers d'euros très régulièrement, voire des millions, mais il faut avoir les épaules pour pouvoir mener un projet jusqu'au bout. Et les pièges à éviter, c'est encore un petit retour d'expérience, c'est les accords secrets. On a déjà récupéré des projets qui n'ont pas été matérialisés avec d'autres promoteurs, puisqu'il y avait des accords entre le président du conseil syndical ou entre certains copropriétaires, le syndic, etc. Finalement, ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Donc, nous, on n'en fait pas. L'absence de majorité forte entre copropriétaires, parce qu'il faut quand même un engouement. C'est un projet un peu long, un peu dur. Attention, ce sont les montagnes russes émotionnelles. Il y a c'est un projet dans la longueur. Il y aura toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre, qui a un ami d'amis, qui a entendu une mauvaise expérience quelque part un jour, etc. Et ça se contamine. Et c'est quelque chose qui est normal. Mais nous, notre métier, c'est de dire, attention, ces derniers points, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire dans un projet. Quels sont les investissements réalisés dans votre copropriété ? Investissement de rénovation. Est-ce qu'on peut faire une isolation par l'extérieur? Est-ce que ce ne serait pas le moment de changer les fenêtres? Est-ce que ce ne serait pas le moment de changer la chaudière? Est-ce que ce ne serait pas l'opportunité de justement remettre la cour, les parkings, brancher des prises électriques dans les parkings, préparer un peu le futur? Donc, prenez le temps de réfléchir et à partir du moment où vous décidez d'y aller, allons-y. Alors évidemment, maintenant, on y va dans le cœur du sujet. Je vois Anne-Sophie qui je pense, se poser des questions. La surélévation du 5 rue du Docteur Potin dans le 19e, que nous sommes en train de finaliser. Donc, c'est l'immeuble Rose. Un bel immeuble qui était un ancien hôtel. Alors, c'est une surélévation qu'on va voir absolument époustouflante, incroyable, par la dimension que les travaux ont pris. L'enjeu, c'est de ne pas demander un seul euro aux copropriétaires. Il y a à peu près une trentaine de copropriétaires dans une copropriété fatiguée. Fatiguée, ça veut dire concrètement, c'est notre vocabulaire qu'on utilise pour dire que la copropriétaire elle est souvent en mauvais état. Là, il y a eu un manque d'investissement récurrent pendant des années, ce qui fait que les parties communes étaient en mauvais état et il y avait vraiment un besoin de redonner du sens. C'était une passoire thermique. Donc, l'enjeu de cette surélévation, c'est de travailler en grande hauteur parce qu'on rajoute 3 étages à partir du 6e étage, donc c'est absolument pas aisé. Et en jour de grand vent, avec la grue que nous avons des décalages de grue quand même. On voit même que le moindre petit vent a un impact quand on est en très grande hauteur. C'est un axe rouge, donc il fallait négocier avec les pompiers et la police de pouvoir installer une grue. Et notamment dans l'étude de sol, nous avons vu que 2 des 4 murs étaient posés sur du sable. Alors, c'est du sable de Fontainebleau, c'est du sable jaune, vous savez, un peu dur, très dense, qui marche parfaitement, qui soutient parfaitement la charge, sauf quand il y a des infiltrations d'eau. Heureusement, il n'y en avait pas. Et on a dû renforcer durablement les fondations de cet immeuble avant de faire la surélévation. Alors, pourquoi c'est impressionnant? Parce que l'achat des droits à construire permet la rénovation de l'immeuble sous plusieurs axes. 1, nous installons un ascenseur extérieur, il n'y avait pas d'ascenseur. 2, nous faisons un ravalement des façades et une isolation par l'extérieur sur les 3 pignons, ce qui est unique. 3, rénovation complète des parties communes. Donc on remet à neuf la cage d'escalier et le porche. Et en bas,
5, changement de toutes les fenêtres. 6, installation d'un nouveau chauffage collectif. Donc, vous imaginez que c'est comme gagner au loto, ça arrive une fois dans une vie, c'est ce que peut apporter la surélévation quand elle est maîtrisée. Et voilà. Donc, ça, c'était l'enjeu. Et tout à l'heure, M. Pétriard va pouvoir échanger en tant que président du conseil syndical pour donner un aspect de comment il a vécu, pourquoi il a fait appel à nous et pourquoi une surélévation apporte des vrais résultats concrets à des problématiques que tout le monde a. Parce que globalement, moi, je visite des copropriétés tous les jours. Rares sont les copropriétés qui sont absolument 100% parfaitement entretenues. Il y a toujours besoin et ça se dégrade. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité de réfléchir à cela. Alors le chantier, nous, rentre dans sa dernière étape. Vous voyez la grue. Nous sommes en train de finaliser donc, le chantier pour arriver à une livraison prévue en mars 2021, dans quelques mois. Avec donc, on voit la façade, isolation totale par l'extérieur, 3 nouveaux étages. Ça, c'est un des appartements avec vue sur la Tour Eiffel, balcon filant et des grands espaces. Donc, pour résumer, c'est une opportunité merveilleuse qui doit être contrôlée, qui doit être utilisée et traitée par des professionnels pour pouvoir vous assurer que ce ne soit pas une fausse bonne idée. C'est-à-dire que le projet doit être organisé, doit être très concrètement écrit, doit être validé par les copropriétaires et pas par un seul copropriétaire pour que justement on puisse arriver à rénover durablement notre belle ville de Paris en apportant des bénéfices pour la ville, pour les copropriétés et pour les copropriétaires. Voilà Anne-Sophie, j'ai fini ma présentation. Est-ce que ça vous paraît cohérent? Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Alors, il y a déjà des questions. Peut-être que M. Pétriard va pouvoir intervenir. Voilà, si M. Pétriard peut intervenir, comme ça on a son retour d'expérience et on pourra ensuite répondre aux questions qui commencent à arriver. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Donc voilà, je suis Patrice Pétriard, je suis le président de la copropriété dont vient de parler Bertrand. Donc pour nous, c'était évident de surélever. Alors, les décisions, parce que souvent les questions sont posées, est-ce qu'il faut que tous les copropriétaires soient d'accord, etc. Juridiquement, non, mais franchement, nous, ça a été l'unanimité. Et pour un projet de cette ampleur, il faut qu'il y ait l'unanimité. Parce qu'il faut que tout le monde soit moteur dans le projet. Parce qu'il y a toujours des petites inconnues, que ce soit au niveau du projet, au niveau du permis de construire, des remarques qui sont faites. Donc ça s'est très bien passé puisqu'on a même un avis très favorable sur le permis de construire, donc il faut le remarquer. Voilà. Bon, après, d'autres éléments importants, moi je suis moi-même ingénieur bâtiment, donc ça peut permettre d'avoir une appréciation plus globale des projets et des travaux à réaliser. Malheureusement, on a été retardé parce qu'on est dans une période compliquée avec le Covid sur les approvisionnements, mais ça, c'est comme sur tous les chantiers aujourd'hui. Ça ne va jamais assez vite quand on veut un projet, mais bon, il avance le projet. Ce sera terminé au premier semestre. Alors, ce qui est compliqué comme n'importe quelle construction, puisqu'on est en site occupé, puisque les occupants de l'immeuble sont dans l'immeuble et donc on fait les travaux sans coupure des fluides puisqu'on change le chauffage, on change les arrivées, il n'y avait pas de compteur d'eau individuel, on met des compteurs d'eau individuels, on recrée, pour rentrer un peu dans les détails, un local poubelle au rez-de-chaussée aux normes, on crée un local vélo, enfin on fait tout ce qu'un immeuble neuf doit avoir, une visioconférence. Et voilà, donc après… Donc, ce projet, il est, comme vous l'a dit Bertrand, c'est 101 € d'investissement des copropriétaires. C'est-à-dire que tout l'argent qui a été versé par la copropriété, qui a été versé par APS, puisqu'on a vendu les droits à construire au-dessus, donc sont réinvestis dans l'immeuble et on aura un immeuble neuf. Donc, c'est un gain pour tous. Alors, c'est un gain pour tous, y compris pour la société, puisqu'on avait une passoire thermique, hein, c'est un bâtiment de 1930.
avec aucune isolation, quelques fenêtres en PVC, pas d'autres, etc. Enfin, donc, c'est un peu l'anarchie. Donc là, on aura un équipement complet, aux normes, et donc, c'est, je pense, très satisfaisant pour chacun. Ça demande, il y a toujours des tracas parce qu'on coupe le chauffage à un moment, on ne le coupe pas, etc. Donc voilà, donc il faut vraiment qu'il y ait unanimité et que chacun pousse dans le même sens. On a eu des rapports très constructifs avec l'architecte, avec APS, avec la mairie de Paris. Voilà. Bon, ça demande un peu de patience parce que l'administration a parfois on a eu quelques complexités sur la délivrance du permis de construire qui nous a été délivré, puis on nous a fait des remarques pour revenir au permis initial. Donc j'avoue que là, le bilan, une fois que l'opération sera terminée, je pense qu'il y aura lieu de faire un retour à la ville de Paris sur l'instruction du permis de construire qui a été compliquée alors qu'il n'y avait aucun lieu à ce qu'elle soit, puisqu'on a obtenu toutes les autorisations. Donc, on a perdu un peu de temps. C'est dommage, mais c'est du temps administratif, donc c'est du temps perdu pour tout le monde. Après, il faut savoir que quand on démarre un projet comme cela, il est illusoire de penser qu'il ne faut pas avoir un peu de réserve, puisque quand vous démarrez les travaux, ben, il faut un peu d'argent quand même, ne serait-ce que pour lancer les études et faire tous les diagnostics. Donc, il faut pouvoir les financer avant de pouvoir vendre les droits à construire et donc bénéficier de la rémunération des droits à construire. Donc, il faut avoir un peu de trésorerie. Sans trésorerie, l'opération n'est pas réalisable, il faut le savoir. Et il faut faire confiance aussi aux personnes, parce que la plus grosse difficulté, c'était d'expliquer qu'on allait rénover le bâtiment, que ça allait rien coûter à personne et que ce serait très bien pour tout le monde. Et ça, les gens avaient du mal à le croire. C'était assez surprenant, mais bon, ça a été le cas, mais voilà, on y est arrivé. L'autre point que je voulais soulever, c'est la fiscalité, puisque la vente des droits construits, puisqu'on vend du vent, puisqu'il n'y a rien au-dessus du 6e étage, pour les 3 étages supplémentaires, sont soumis à plus-value, étaient soumis à plus-value, donc une grosse plus-value, puisqu'entre rien et ce qu'on construit, ça fait beaucoup de plus-value. Et cette plus-value a été supprimée antérieurement sur des amendements, et cet amendement devrait, la loi de finances est prévu d'être également prolongé. Donc c'est un gros point parce que ça représente quand même 200 000 € à peu près de droits de plus-value qui sont exonérés. Voilà. Sur d'autres éléments, c'est important de trouver un ticket gagnant un peu, je dirais, non seulement APS, mais également l'entreprise, puisque nous avons évidemment pris la même entreprise pour la surélévation que pour la rénovation de nos locaux. On aurait pu évidemment choisir un architecte différent pour la surélévation, pour une maîtrise d'œuvre différente pour la rénovation de nos locaux. Et évidemment, ce serait de la folie. Donc, ce sont les mêmes qui s'occupent de tout. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi une confiance dans l'ensemble, puisque le but, c'est d'avoir un immeuble neuf pour tous. Donc, cette opération, elle est intéressante puisqu'on crée de la richesse, parce que c'est en France, ce n'est pas délocalisable. On travaille, on crée de la surface, on crée aussi de la fiscalité, puisque les gens qui seront dessus auront une fiscalité foncière. La taxe d'habitation va disparaître, donc on parle plus je ne parlerai pas de la taxe d'habitation, mais on a créé de la richesse. Voilà. Et on a créé de l'isolation, puisque notre bâtiment est vertueux, puisque évidemment, il est au top au niveau isolation thermique. Voilà. Patrice, oui. est-il possible de parler des charges individuelles de chauffage qui réduisent ? Oui, alors les charges individuelles, on avait, pour ce vieil immeuble, on avait un montant impressionnant de charges qui était de 150 € par mois, hein, puisque c'est 31 fois la surface de 15 mètres carrés à peu près, et on est descendu à 14 mètres carrés, on est descendu à 50 € par mois de charges. On a divisé les charges par 3, par le chauffage, mais aussi parce qu'on a un nouveau copropriétaire qui, avec 3 étages, représente un tiers de surface en plus et de ce fait dilue toutes les charges générales. Voilà. Donc mathématiquement déjà, on y a gagné tout de suite. Et deuxièmement, de par les constructions, le chauffage, la rationalisation, le fait que tout soit neuf, la sinistralité, puisqu'on avait des dégâts des eaux, donc on avait une prime de sinistralité d'assurance élevée. Là, on est tout en neuf. Donc, évidemment, tout ça diminue. On a divisé les charges par 3. Voilà. Et on a purgé certains dossiers de secours qui avaient été faits par les anciens copropriétaires qu'on a remboursés de par l'argent, parce qu'on a décidé de rembourser les secours qui avaient été faits par des
copropriétaires indélicats, comme ça existe parfois de temps en temps, mais très rare, mais on en avait un. Voilà. Pour compléter, nous profitons effectivement, comme l'a dit Patrice, des nouvelles assemblées générales, de la nouvelle assemblée générale, pour solder quand même un certain nombre de sujets. Et dans certains cas, nous voyons qu'il y avait des provisions au titre des ravalements ou des rénovations des parties communes ou pour l'ascenseur qui étaient prises au fur et à mesure depuis un certain nombre de trimestres. Et là, c'est l'occasion pour le syndic de rembourser les provisions auprès de chaque copropriétaire. C'est-à-dire tout ce qui avait été mis de côté et remboursé, nous assumons tous les coûts. Et c'est vrai que qui pourrait rêver enfin, il n'y a pas mieux comme situation que de vendre l'air, 2, de gagner de l'argent, 3, de rénover sa copropriété, 4, de réduire ses charges et 5, de ne pas être fiscalisé. C'est assez surprenant, mais la loi nous autorise de proposer ces services à valeur ajoutée auprès de tous les copropriétaires. Voilà. Très bien, je pense que ça a donné un cadre pour les questions qui sont nombreuses. Nous en avons à peu près une vingtaine. Donc, je vais… Oui, allez-y. Juste un bémol. Oui. Il faut bien savoir quand même que la fonction de président du conseil syndical dans un projet de surélévation est chronophage. Voilà. Donc, voilà. Si vous n'avez pas le temps de vous occuper du projet, ne le faites pas. Voilà, il faut faut y aller, il faut avoir confiance aux gens, il faut avoir derrière les copropriétaires, parce que si vous n'avez pas les copropriétaires derrière, ça ne sert à rien, ne le faites pas. Mais n'hésitez pas, ça vaut le coup, je veux dire. Mais voilà, il faut avoir en tête que, 1, c'est chronophage. Donc d'abord, 1, il faut que les copropriétaires soient d'accord. 2, tous, quand je dis bien les copropriétaires, la très grande majorité. Et si vous n'avez que 66%, ça ira pas. Et 2, il faut que vous n'ayez pas peur de mettre les mains dans le cambouis parce que ça prend du temps. Voilà. Et une fois que vous avez ça, ça marche. Et les bons interlocuteurs, évidemment, et ça marche. Bien, effectivement, c'est un retour d'expérience très important. Oui. Alors, je vais… peut-être. Oui, allez-y. Et puis après, on va essayer de répondre aux questions au fur et à mesure. Si jamais il y a des questions supplémentaires auxquelles on ne peut pas répondre, de toute façon, on vous enverra nos coordonnées. Allez-y, oui. Non, je vous en prie. Alors, vous voulez qu'on adresse les questions les unes après les autres, c'est ça? Sauf si vous aviez déjà quelque chose à ajouter. Je regarde d'accord. dans les questions. Oui, alors je vais les lire pour que ce soit plus simple pour les personnes qui regardent le replay. Et puis ensuite, vous pourrez y répondre, que ce soit vous, Fabrice ou Monsieur Pétriart, soyez libre de répondre en fonction de vos compétences et de vos connaissances. Alors, la première question, c'est quel est le rôle du syndic et les honoraires de travaux de celui-ci? Alors, ça, je peux parler? Oui, je ne sais pas. Oui, allez-y. C'est très simple. En ce qui concerne les honoraires de syndic, on avait un syndic, on a changé de syndic pour l'opération parce que le syndic précédent nous prenait, je suis désolé pour la terminologie un peu triviale, pour des Américains. Et avait pensé pouvoir appliquer sur le montant des travaux 1,5% d'honoraires. Donc évidemment, il n'y avait aucune raison qu'ils prennent 1,5 d'honoraires. Et le nouveau syndic que nous avons, je vais faire la publicité parce que nous sommes très contents de lui, c'est Bonus Pater Familias, et qui est un petit syndic, qui n'est pas un des gros. Et on paye 0,5%. Voilà, d'honoraires sur les travaux, ce qui correspond aux frais de gestion, aux appels de fonds, etc., à sa mobilisation pour les travaux. Voilà. Et ça me paraît raisonnable, mais on est passé de 1,5 à 0,5% de frais d'honoraires sur les travaux. Voilà. Et pour rebondir, du concret, du réel. Voilà, merci. Et pour rebondir sur ce sujet, le rôle du syndic est clé. C'est-à-dire que là aussi, souvent les projets viennent des copropriétaires, mais il n'y a pas de bon projet sans implication du syndic, parce que c'est aussi chronophage. C'est souvent les syndics n'ont pas cette expérience de gérer une surélévation, c'est nouveau, donc il faut pouvoir travailler en cohérence avec le conseil syndical et le syndic et les copropriétaires. Tout à fait. Alors j'ai une question dans le chat qui a été posée il y a un moment.
Alors, les évaluations de solidité de la structure et des fondations ont-elles été réalisées avant ou après le vote en AG de la vente des droits de surélévation? Alors, les évaluations se font, alors d'abord, pendant la phase de faisabilité administrative, on fait passer, déjà on travaille avec nos architectes, on fait passer des bureaux d'études structure qui commencent à avoir une première idée de la structure de l'immeuble. Par contre, les investissements lourds, c'est-à-dire l'étude de sol, les bureaux d'études structure, les bureaux d'études fluides, etc., interviennent après le vote en AG et la signature de la promesse de vente. Ce que ça veut dire, c'est que nous avons besoin d'avoir une promesse de vente signée pour pouvoir engager des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros en études pour pouvoir déposer le permis de construire et après faire un beau projet. Juste en ce qui concerne notre expérience, il a été fait des sondages, évidemment, en amont, sauf que, évidemment, là où on a fait des sondages, il n'y avait pas de problème. Et c'est quand on a creusé pour la cave, comme d'habitude, c'est là qu'on a vu que les fondations s'arrêtaient, parce que les fondations descendaient quand même à 1,50 m. Donc, on n'avait pas creusé plus que 1,50 m en dessous du niveau de la terre existant. On n'avait pas creusé plus d'1,50 m et donc on était super content, quoi. Mais sauf que évidemment, en dessous de 1,50 m, il n'y avait plus que du sable, voilà. Et ça, on ne pouvait pas s'y attendre. Et c'est qu'après qu'on l'a découvert, voilà. Donc ça, c'est aussi des aléas qui sont inhérents à tout chantier de la construction quand on travaille en dessous, quoi, sous la terre. Voilà. Mais bon, ça a été bien géré, à un prix raisonnable. Et je dirais que quand bien même nous n'aurons pas fait cette surélévation, il aurait fallu faire ces travaux un jour ou l'autre, parce que de toute façon, notre immeuble se serait fissuré, parce qu'il n'y avait pas de fondation. Alors, ça aurait peut-être mis 5 ans, 10 ans, mais il fallait le faire. Donc, du coup, on a anticipé et on a surélevé. Voilà. Donc, c'est aussi pour nous une sécurité. Les autres immeubles d'à côté seront peut-être tombés, que le nôtre y tiendra. Voilà. Merci, effectivement. Alors, il y a une question qui revient souvent, c'est votre périmètre d'intervention, Monsieur Scholzberg, sur l'Île-de-France. Est-ce que vous intervenez sur toute l'Île-de-France ou est-ce que vous avez des départements sur lesquels vous n'intervenez pas actuellement? Non, alors nous avons des projets globalement partout à Paris et toute la première couronne, hein. Ça va de Boulogne à Neuilly, en passant par Levallois-Perret. Nous avons des projets à Pantin, à Saint-Denis aussi, donc, et à Bourg-la-Reine. Il n'y a pas de… Concrètement, il faut que pour un promoteur puisse rentrer dans un projet et financer, il faut qu'il y ait un business plan assez solide, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un prix de foncier, donc de revente assez élevé, ou un nombre de mètres carrés à développer assez conséquent. Donc c'est un savant mélange. Donc nous pouvons intervenir, ça peut commencer à partir de… peut intervenir pour 120 mètres carrés, par exemple, de surélévation, un plateau en bois, etc. Ça peut monter jusqu'à beaucoup plus haut, 800 mètres carrés, notamment sur un des projets. Donc, il n'y a pas vraiment de frein pour peu que la loi nous autorise de monter et qu'il y ait assez de valeur à partager avec les copropriétaires. Parce que ce qu'il faut comprendre, si on monte juste 50 mètres carrés, on fait la toiture, ben finalement, les coûts fixes vont être absorbés par tous les premiers mètres carrés et derrière, il n'y aura pas de valeur à redistribuer auprès de la copropriété. Donc, ça n'a pas de sens parce que dans certains cas, certains copropriétaires disent « Oui, mais moi, si c'est pour gagner 2300 € et avoir un an de chantier, même si ça a du sens écologique, etc., c'est un peu compliqué. » Donc, il faut qu'il y ait une enveloppe, il faut qu'il y ait suffisamment un beau business plan pour partager beaucoup de valeur avec les copropriétaires pour justement avoir l'engouement de tout le monde. Très bien, ça répond à une autre question donc, sur la rentabilité, les projets, dans quel cas ça l'est ou pas. Une autre question assez proche, la vente des appartements créés se fait-il auprès du neuf? Oui, absolument. On considère que c'est du neuf sur de l'ancien, donc c'est prisé. Et autant que possible, nous essayons de développer des balcons, des terrasses, des espaces extérieurs. Et comme nous travaillons, déjà c'est normé, et puis il y a une garantie décennale, c'est absolument vendu au prix du neuf, oui, avec les conditions du neuf. Très bien. Alors,
Donc, alors, il y a une remarque, c'est pourquoi n'avez-vous pas fait de proposition à l'immeuble de droite? Donc, je pense que vous pouvez expliquer dans quel contexte vous intervenez en général. Alors, euh, déjà, je n'ai pas dit que je n'avais pas fait de proposition à l'immeuble de droite. On essaie déjà de finir ce projet-là. Bien sûr, l'idée, c'est que visuellement, nous faisons attention à ce que les projets soient cohérents. On utilise ce qu'on appelle l'architecture du milieu, c'est-à-dire il faut que ce soit cohérent dans son ensemble, au-delà des règles d'urbanisme. Et même on s'auto-censure de temps en temps en disant oui, si on a l'impression d'avoir un Tetris, de faire quelque chose de vertical et qui n'est pas joli, on ne le fait pas parce qu'on a une jolie ville et on a une jolie banlieue. Donc, on essaye de faire en sorte d'être très fiers de nos surélévations. Mais oui, ça peut arriver d'avoir, finalement, l'urbanisme n'aime pas qu'on crée des nouvelles dents creuses. C'est-à-dire que si on avait un bâtiment qu'on surélève et on recrée des murs pignons à droite à gauche vierges, ben, ça peut recréer des dents creuses. Par contre, combler, ça marche bien. Et à partir du moment où on monte, oui, on peut imaginer aussi rééchelonner les bâtiments à côté pour pouvoir visuellement avoir une continuité de toiture à travers toute la rue. Très bien. Alors, donc, il y a une question sur le coût moyen de rachat du foncier, des droits à construire en moyenne sur Paris. Je ne suis pas sûre que vous puissiez répondre comme ça. Allez-y, Oui, je peux n'hésitez répondre. pas. Alors, il y a une question qui est... c'est une question clé parce qu'il faut parler argent, hein, concrètement. Je trouve que c'est magnifique de pouvoir rénover et de faire payer par des acteurs privés la rénovation de votre immeuble sans que ça vous coûte 1 euro. Du coup, il y a une valorisation. Alors, la valorisation dépend d'un certain nombre de critères. Y a-t-il une bonne accessibilité de l'immeuble? Y a-t-il un toit plat à béton ou faut-il déposer le toit? Y a-t-il des renforts de fondation ou non? Faut-il investir beaucoup d'argent dans les rénovations de l'immeuble, les ravalements, etc., ou pas? Donc, évidemment, chaque immeuble est particulier. Mais à titre d'exemple, les achats des 300 mètres carrés de droit à construire, nous les avons payés 500 000 euros. Donc, c'est des grosses sommes, c'est des gros enjeux. C'est pour ça qu'il faut travailler avec des professionnels, puisque ça permet d'avoir déjà une grosse somme à dépenser en amont, c'est-à-dire à l'acte authentique. Et là, du coup, vous avez un volant d'affaires, une largeur de possibilités très impressionnante qui permet la plupart du temps de financer un certain nombre de gros travaux. Alors, je voudrais juste compléter parce que, sauf si ça a changé, mais il a oublié l'ascenseur, Bertrand. Il est plus, tu ne nous le payes plus, l'ascenseur? Si, Ah bon, d'accord. Je paye évidemment l'ascenseur, très bel ascenseur extérieur qui est en train d'être monté. Donc, oui, vitré. Pardon, vitré. Qui est vitré, qui donne sur la Tour Eiffel. Enfin, bon, voilà. Exactement. Donc, on essaie d'apporter de la valeur. Il faut que les projets soient jolis pour tout le monde. Donc, quitte à faire quelque chose, autant mettre les moyens de faire quelque chose de durable et pérenne. Alors juste une remarque. Les copropriétaires, ils font qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, voilà, ils nous donnent 500 000 euros l'ascenseur, mais 300 mètres carrés, ça se vend 10 000 euros mètre carré, ça fait 3 millions, il va se mettre ça et ça dans la poche. Il est bien évident que APS, ce n'est pas une entreprise philanthropique, elle a des frais, etc. Et son but, c'est aussi de gagner de l'argent, sinon, elle n'a pas d'utilité. Et ce à quoi, quand on arrive avec tous les débours, puisqu'il y a de la fiscalité, il faut avancer l'argent, ils gagnent un peu d'argent. Et tant mieux pour eux, je veux dire, même s'ils en gagnent beaucoup, moi, ça ne me regarde pas, tant mieux pour eux. Mais et systématiquement, vous avez cette question dans tous les conseils, dans toutes les assemblées générales. Et je leur dis, mais moi, maintenant, si vous, copropriétaire, vous mettez 700 000 euros sur la table avec un ascenseur, avec les assurances, les garanties, etc., mais on ne prend pas APS. Est-ce que vous, monsieur Trubuche, copropriétaire du lot 22, vous êtes prêt à avoir la professionnalisation, les assurances, à faire l'opération? Et non, je veux dire, voilà. Donc, je pense qu'on a trouvé aujourd'hui l'acteur qui était le plus intéressant. On a fait aussi une consultation, je veux dire, et APS nous paraissait les plus intéressants. Cette question, toutes les AG, sur la surélévation, vous y aurez droit, parce que les gens, ils vont tout systématiquement prendre le prix vendu des surfaces construites et ce qu'ils en retiennent. Ce qu'ils oublient,
C'est le travail immense qu'il y a à faire derrière, les risques, les études, etc. etc. Voilà. Bon, après, une fois que vous avez dit ça et qu'il n'y a pas un copropriétaire qui met les 700 000 euros sur la table à la place des 500 000 d'APS, ça roule. Voilà. Alors, merci Patrice, je ne m'attendais pas à cette déclaration. Ce n'est pas une déclaration d'amour, hein. Malheureusement, j'aurais préféré que tu mettes 700 000 sur la table. Mais bon, non, mais ce qu'il faut comprendre, effectivement, alors pour le coup, alors désolé Anne-Sophie, mais on va parler juste très simplement parce que c'est très important, parce que comment on débloque de l'argent? Concrètement, il faut savoir quelque chose. Quand un prix du mètre carré vaut 10 000 euros, nous sommes professionnels et nous payons la TVA, c'est-à-dire qu'on enlève 20%, il reste 8 300 euros. Sur les 8 300 euros, on a tous les coûts techniques, donc c'est la construction, les ravalements, l'ascenseur, etc. Il y a les honoraires techniques, c'est-à-dire architecte, géomètre, bureau d'études, assurance, référé préventif, énormément de coûts cachés que vous ne verrez jamais. Et puis il y a toutes les taxes d'aménagement, taxes d'archéologie, il y en a beaucoup. Et alors quand on enlève tout ça, généralement, il reste entre 2 500 et 3 500, 4 000 euros par mètre carré, et nous partageons la valeur avec les copropriétaires à 50-50. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. Effectivement, plus le foncier est élevé, plus on a de mètres carrés, plus on peut partager la valeur. Donc, c'est exponentiel. C'est aussi simple que ça, et c'est très simple. Et pour le coup, j'en parle avec grande liberté, puisque les copropriétaires sont en droit de comprendre si l'argent qui leur est versé est une bonne somme. Et comme on parle de grosses sommes, c'est toujours difficile d'apprécier. Nous, on partage à moitié les bénéfices d'un projet avec les copropriétaires. C'est extrêmement simple. Une question qui précise ce que vous êtes en train de dire sur les coûts. Donc, quand vous parlez de 500 000 euros pour 300 mètres carrés, c'est le coût des travaux de rénovation ou c'est en plus? Donc, je suppose que c'est pour préciser ce qui est intégré dans ce prix. Oui, c'est les travaux de rénovation, c'est-à-dire, dans certains cas, encore une fois, si les rares fois nous avons des copropriétés parfaitement entretenues, avec pas de travaux structurels à prévoir, dans ces cas-là, c'est payé en numéraire. Donc, c'est le notaire paye votre notaire paye votre syndic, et le syndic, comme un appel de charge inversé, redonne de l'argent en fonction des tantièmes de chaque propriétaire. Donc ça, c'est en numéraire. La plupart du temps, cet argent est utilisé pour la rénovation, justement, et c'est cette opportunité, plutôt que de prendre l'argent, d'aller en profiter pour faire une vraie rénovation en profondeur. Et on a un projet à Issy-les-Moulineaux, on va même changer les fenêtres, faire des volets déroulants. On va jusqu'à modifier tout ce qu'on peut modifier pour harmoniser les façades, faire en sorte que ce soit joli, pour peu que l'argent… voilà. Et après, on peut aider aussi les propriétaires à prioriser leurs travaux en disant « Attention, faites une belle rénovation thermique maintenant, vous allez gagner en coefficient et en audit énergétique, vous allez gagner dans tous les sens, vous allez gagner en charge. » Donc, ça, c'est la priorité. Après, il y a d'autres travaux qui peuvent se faire dans un second temps si jamais notre argent n'arrive pas à tout financer. D'accord, très bien. Juste une précision, on est passé de A énergétique, on est passé de F à A. On va passer à A. Voilà, on était F. Donc, voilà, il faut bien comprendre que voilà, on n'avait pas les fenêtres ouvertes, mais presque, quoi, je veux dire, dans nos logements, quoi. Effectivement, c'est un beau gap vu les conditions. Voilà. Il y a une demande du nombre de projets de surélévation que vous avez déjà livrés. Alors, nous avons livré 3 projets de surélévation et nous avons surtout acquis notre expérience grâce à des investissements immobiliers de type promotion, rénovation, réhabilitation depuis des années à travers Paris, notamment lieu. D'ailleurs, partout en France, quand on y pense. Oui, juste une précision, mais je crois que tout le monde aura compris. C'est-à-dire que les 500 000 euros, on aurait très bien pu les partager à 15 000 euros pour chaque copropriétaire et ne rien faire et de rester là. C'est notre choix, mais c'est notre choix aussi, on s'est engagé parce que si on avait une copropriété délabrée, en mauvais état jusqu'au 5e étage, hein, donc 6 niveaux, ça aurait eu aussi une moins-value pour les étages au-dessus. Donc, c'est aussi on est dans une négociation gagnante-gagnante, dans une responsabilité gagnante-gagnante. APS veut vendre ses logements, puisque c'est lui qui s'occupe évidemment de la commercialisation des logements, de beaux logements,
Et c'est difficile de vendre des beaux logements si en dessous, c'est pas terrible, quoi. Et donc, c'est aussi notre intérêt et ça marche très bien. Hein. Je veux dire, on est tous dans le même état d'esprit, c'est que ce bâtiment, il soit neuf, il soit agréable pour tous. Et pour qu'il soit agréable pour tous, on a décidé d'investir tous les gains dans la rénovation de l'immeuble. Voilà. Le but, c'est d'avoir un immeuble nickel. Voilà. Et donc, du coup, les trois étages neufs, évidemment, il n'y aura pas une vision particulière parce que tous les logements dessous seront neufs. Voilà. Alors, donc il y a une question assez précise. La surélévation est-elle envisageable sur des toitures anciennes? Donc, des toitures qui ne sont pas en toiture terrasse et classiques sur Paris. Oui, alors tout est envisageable, absolument, pour peu que ce soit validé par l'urbanisme. On peut surélever tout type de toiture, mais pas n'importe où et pas n'importe comment, bien sûr. Oui, oui, on peut absolument. On n'est pas contraint par des toits terrasses. On fait ce qu'on appelle un parapluie, une structure parapluie. On crée une enveloppe au-dessus du toit, on dépose le toit pour pas qu'il y ait d'infiltration et on travaille sur le nouveau toit. Alors, juste une petite précision. Hein. Évidemment, les derniers étages sont souvent un peu inquiets en disant « mais moi, j'avais personne au-dessus de ma tête, maintenant, je vais me retrouver avec quelqu'un au-dessus de ma tête ». Alors, il y a plusieurs avantages. Hein. D'abord, quand il n'y a pas d'ascenseur et que nous installons un ascenseur, les appartements prennent de la valeur. Et quand on est au 5e, 6e étage sans ascenseur, c'est quand même mieux d'en avoir un. Deuxièmement, c'est un nouveau toit et on a souvent les copropriétaires qui disent « je suis au dernier étage, mais j'ai froid ». Et ben, grâce à la surélévation, ils n'ont plus froid parce que c'est un nouveau toit. Évidemment, et troisièmement, on crée un plancher de transfert et on dépasse les normes, ce qu'on appelle NRA, c'est-à-dire d'acoustique, pour faire en sorte qu'ils soient complètement isolés et qu'ils ne se retrouvent pas à avoir l'impression d'avoir des voisins qui habitent chez eux. Donc ça, c'est notre promesse, c'est de garantir que les surélévations vont être faites de bonne facture. Oui, alors une précision qui est importante dans tout projet. On a missionné un acousticien. L'ASA, c'est l'un des plus gros cabinets d'acoustique parisiens. Hein, ce n'est pas un petit laboratoire, il fait des auditoriums, etc. Parce que la vie dans un immeuble petit, comme c'est le cas avec des surfaces de 14 mètres carrés, une des difficultés, c'est le bruit. Et la construction qui a été faite, puisque c'est un ancien hôtel qui a été transformé en studio, chaque chambre devenait un studio, c'est pour ça qu'on avait des sanitaires sur le palier. Donc, on avait des problèmes de son. Donc, on a missionné un acousticien et tout ce que nous faisons au niveau des fenêtres, etc., c'est de ne pas avoir de passerelle phonique entre les appartements par les fenêtres. C'était le cas auparavant. Et donc, du coup, on a bien le confort, il n'est pas forcément thermique, il est aussi acoustique. Et donc, nous, on a pensé qu'il fallait missionner un acousticien pour bien normer pour le confort de tous les occupants. Voilà. Donc, nous avons missionné, j'insiste, c'est important, je pense, parce qu'on l'oublie souvent en France. On oublie souvent la notion acoustique dans les logements, il y a des normes, mais sur de l'ancien, on n'était pas forcément soumis aux normes. Nous, on n'a pas hésité à respecter les normes dans du neuf, et donc il y aura bien une isolation acoustique entre chaque logement. Très bien. Très bien. Alors, là, j'ai plusieurs questions sur qui a choisi l'architecte. Est-ce que vous avez été accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage? Je pense que c'est plus dans le sens quelle est la procédure un peu plus fine, sachant qu'on ne va pas forcément rentrer dans tous les détails, mais en tout cas donner plus d'éléments sur la manière dont ça avance, notamment avec les professionnels habituels. Alors, de façon très simple et très rapide, parce qu'effectivement, après, j'invite tous ceux qui ont des questions complémentaires à nous appeler. Nous avons un groupe Facebook, une chaîne Instagram, une chaîne YouTube. Venez nous appeler, puis après, on répondra à toutes vos questions. Maintenant, on travaille sur 50 projets en ce moment. 50 projets en cours, qualifiés, et nous allons déposer 10 permis de construire l'année prochaine. Donc, la question est très bonne. Pourquoi? Parce que chaque projet est spécifique. Donc, on mandate un architecte et on travaille avec un constructeur ou deux, ça dépend. C'est-à-dire qu'on fait un appel d'offres, mais en tout cas, on ne travaillera qu'avec un seul constructeur, une entreprise générale à la fin, qui nous permet de travailler avec des bureaux d'études, un architecte, un constructeur, un maître d'œuvre, qui nous permet de, voilà, on crée une équipe, la Dream Team, à chaque projet, et on s'assure que chaque corps de métier, chaque professionnel a de la bande passante pour pouvoir gérer ce projet. Donc, on a plusieurs architectes, plusieurs constructeurs,
plusieurs typologies de bureaux d'études, etc., pour pouvoir adresser les besoins en fonction de chaque immeuble. D'accord. Alors, je vais en profiter pour vous faire de la pub. Notre architecte, c'est Armel Joly, qui a quand même eu une mention très favorable de l'architecte des bâtiments de France. Je l'ai rarement vu. Ce qui nous a facilité. Il y a eu des difficultés parce que c'est d'ordre administratif, mais ça nous a facilité aussi l'instruction du dossier de permis de construire. Un exemple, normalement, il y a lieu que l'isolation par l'extérieur s'arrête au rez-de-chaussée, c'est-à-dire qu'elle s'arrête au plancher bas du premier étage et descende pas jusqu'au sol, puisque ça a fait manger 30 cm de trottoir. L'architecte, suite à notre projet, a dit non, ce projet il est top, l'isolation elle descend jusqu'en bas. Ça veut dire que sinon, il aurait fallu qu'on isole à l'intérieur des logements du rez-de-chaussée. Donc, aussi d'avoir un architecte qui a été très bon, en tout cas dans le projet et dans la suite des travaux, donc Armel Joly, voilà, Versailles, vous regarderez. Donc, en tout cas, nous a permis d'avoir un projet cohérent au niveau de l'isolation, puisque notre isolation par l'extérieur descend jusqu'au niveau du trottoir, ce qui n'est pas le cas de nos voisins. On a obtenu ça. Enfin, on ne l'a pas obtenu, c'est même l'architecte Voyer, donc instructeur, qui a dit non, il faut que votre isolation, qui est super, en briques, etc., descende jusqu'au rez-de-chaussée. Voilà, c'est un petit aparté. Alors, effectivement, il faut comprendre qu'un projet, il faut qu'il soit de bonne facture, il faut qu'il soit bien fait. Donc, nous, on met les moyens pour avoir un projet cohérent, complet, durable. Donc, on n'hésite pas à investir pour faire de la bonne qualité, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, effectivement, et puis les architectes de la ville de Paris ont aussi ce regard-là, ainsi que mon collègue Fabrice Fouriot, pour conseiller ce type de questionnement. Alors, donc on va bien finir à 16h30. Donc, si nous n'avons pas répondu à toutes les questions, en inscrivant votre adresse mail dans le formulaire, je vais le remettre dans la discussion. Vous pourrez avoir à la fois les points présentés ainsi que les coordonnées de l'Agence parisienne de surélévation. Vous pourrez ainsi poser vos questions. Alors, donc, là, il y a une question donc, sur tout ce qui est habillage façade. Donc, même si la construction légère bois même si la construction est légère en bois, il y avoir une continuité dans l'habillage façade. Alors, oui, et ça se discute essentiellement aussi avec l'urbanisme, c'est-à-dire, sur le principe, l'urbanisme n'aime pas les postiches, c'est-à-dire que la surélévation, globalement, soit complètement invisible. On a connaissance, notamment à Paris, il est d'usage de pouvoir marquer les différentes strates de façon à pouvoir lire une ville en disant, là, dans les années 30, il y a eu une première vague de surélévation, il y a eu des modifications après-guerre, etc. Donc ça s'inscrit dans la continuité du patrimoine et le patrimoine culturel qui évolue. Alors après, je voudrais quand même éviter peut-être un quiproquo ou un raccourci d'idée. Ce n'est pas parce que la surélévation est en bois que l'aspect extérieur est un chalet. C'est-à-dire, on est quand même dans une dynamique d'une structure bois, c'est que c'est efficace, par exemple. Alors, en l'occurrence, sur la rue du Docteur Potin, on a fait une structure en arche en fer. Pourquoi ? Parce que les montants, les largeurs, les portants étaient tellement larges que pour éviter une flèche, c'est-à-dire un fléchissement du bois, on a décidé de faire une structure en fer et de ne pas avoir de problème de murs porteurs à l'intérieur des différentes structures. Mais la plupart des surélévations sont en bois. Donc, c'est la structure bois, mais après, on l'habille à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est un parement, ça peut être le l'enduit, ça peut être de la brique, ça peut être du zinc, ça peut être ce que vous voulez. Et ça se… Voilà, donc soyez rassurés. Après, on en discute aussi sur l'aspect extérieur avec la copropriété, parce que jusqu'à nouvel ordre, vous vendez vos droits à construire, mais ce n'est pas pour vous retrouver avec quelque chose qui vous correspond pas. Donc, avant de déposer un permis de construire, on travaille avec une équipe projet représentante de la copropriété et on en discute en disant voilà ce vers quoi nous tendons. Alors, la plupart du temps, les projets sont validés, mais si jamais il y avait une opposition majeure, on peut être amené à discuter et on en discute aussi de ce qu'on appelle la programmation, c'est-à-dire le nombre de lots. La plupart du temps, on essaye d'être cohérent, de faire des lots, c'est souvent des duplex pour maximiser les parties communes. C'est plutôt des beaux lots et en tout cas, on ne promeut absolument pas
le fait d'avoir 15 appartements de 15 mètres carrés en haut pour qu'il y ait des étudiants qui fassent la fête toute la journée, qu'il y ait des bruits de passage en haut et en bas. Ce n'est pas ce que nous voulons. Et en tout cas, les copropriétaires nous donnent leur cahier des charges en disant attention, vous devez vous inscrire dans la logique de la copropriété actuelle. Et dans ces cas-là, évidemment, on réalise ce qu'ils demandent, c'est la moindre des choses. Très bien. Alors, j'ai une question que je la retrouve. Oui, quelles sont vos responsabilités? Donc, ça parle de garantie décennale. Je pense à quel moment vous êtes, en tant que constructeur, quelles sont vos responsabilités et en tant que promoteur, à quel moment vous déléguez vos responsabilités? Alors, déjà, on ne délègue pas nos responsabilités, on assume l'intégralité de toutes les responsabilités. Concrètement, évidemment, dans un projet, il y a à la fois les bureaux d'études qui ont leurs propres assurances et responsabilités, c'est-à-dire que l'étude de sol garantit que le résultat est conforme à la réalité. L'étude structure garantit et nous dit attention, en fonction de ce que vous allez construire en haut et ce que j'ai en bas, je vous impose une certaine typologie de construction. Évidemment, les architectes ont leurs propres assurances, les constructeurs ont leurs propres assurances. Nous, on garantit, on a à la fois dommage ouvrage, une garantie décennale, tout risque chantier, garantie de fin d'achèvement, on a l'intégralité de toute la panoplie de toutes les garanties. Et concrètement, nous restons responsables, c'est-à-dire que mine de rien, nous nous désengageons des copropriétés une fois que nous vendons les lots, mais notre dommage ouvrage, qui dure pendant 10 ans, prend le relais et nous sommes responsables en fait de la réalisation dans le temps de ce projet pendant 10 ans. Voilà. Très bien. Oui, une question toujours sur après. À qui appartient la toiture à la fin du projet? Alors, deux configurations. Une configuration qui est la configuration classique. Dans le cas d'une surélévation sans toit terrasse, le toit appartient à la copropriété. Dans certains cas, dans le cas de toit terrasse, nous pouvons avoir une vente en fait de la construction de la terrasse qui appartient aux habitants du dernier étage. Donc, la plupart du temps, ça appartient à la copropriété, mais en fonction des souhaits, ça peut aussi être de la responsabilité du dernier étage d'entretenir sa propre toiture. Encore une fois, je rebondis sur ce qu'a dit Fabrice Fouriot tout à l'heure. Dans le cas d'un toit terrasse, il y a un pourcentage de végétalisation obligatoire, récupération des eaux, etc. Donc, attention, une toit terrasse, ça ne veut pas forcément dire 100% d'une belle terrasse avec du caillebotis et puis des barbecues. Ça peut être, c'est contraint, et heureusement que ce soit contraint pour que ce soit encadré et validé. Alors, très bien. Donc là, c'est plus pour Monsieur Pétriart. Quels sont les gênes subis par les copropriétaires pendant les travaux? Que vous avez l'expérience actuellement? Donc, comme tout chantier, c'est les approvisionnements. Bon, là, on a la chance d'avoir une grue, donc tout passe par le haut. Donc, on passe pas par les escaliers. Ça c'est très, très bien géré par l'entreprise Fornal, qui est l'entreprise qui fait les travaux. C'est très propre, c'est nettoyé tous les jours. Voilà. Bon, après, il y a forcément des nuisances sonores parce que quand vous percez, malheureusement, aux heures de chantier, c'est-à-dire 8h, 17h, du lundi au vendredi, donc vous avez forcément de temps en temps des problèmes, surtout parce que nous rénovons notre copropriété dans ses parties communes, etc. Tout ce qui est en haut, ça a été fait, ça a été construit, ça gêne peu les gens puisqu'ils n'ont pas accès, c'est fermé, c'est loin. Il y a ce double plancher au niveau de la toiture terrasse, donc il y a peu de contraintes. Mais bon, on a quand même un échafaudage sur les façades, parce qu'on va changer toutes les façades, et une grue devant l'immeuble. Et bon, voilà, donc il y en a encore pour 3 ou 4 mois, mais malheureusement, on ne sait pas faire sans. On n'a pas encore trouvé le marteau-piqueur silencieux. Silencieux peut-être quand il vibre, mais pas quand il touche le béton. Voilà. Donc, il faut bien qu'on détruise les anciens réseaux pour mettre les nouveaux. Donc, ça fait quelques contraintes sonores, et c'est forcément dans la journée. Ce n'est pas tout le temps, mais on ne peut pas l'en empêcher. Pas de solution, malheureusement. Oui. Mais si quelqu'un trouve la solution, on est preneur. Effectivement.
Alors, il y a plusieurs questions sur le détail des matériaux, l'enveloppe budgétaire, le bilan financier, la consolidation des prix, des fondations, à quel prix? Bon, il nous reste 5 minutes, donc je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à Si, je peux répondre en 20 secondes, si vous tout. voulez, sur ce Allez-y. point. Encore une fois, c'est le nerf de la guerre et sachez que c'est le moment où on doit parler argent. Donc, évidemment, un bilan financier reste quelque chose de confidentiel, mais nous, dans le cadre de nos études, si vous demandez à des copropriétaires avec lesquels nous travaillons en ce moment, on a un certain nombre de projets en cours, nous partageons un certain nombre de données financières. Concrètement, il faut compter à peu près 3 000 € par mètre carré construit, hors taxe. Alors, des fois moins en fonction de la typologie, des fois plus, ça dépend de la complexité. Et il faut compter ensuite tous les travaux, donc de façade, etc. Et ensuite, il y a aussi les honoraires techniques qui coûtent à peu près 20% du prix des travaux. Donc, les honoraires techniques, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. Ensuite, il y a des taxes de 5 à 7%, et voire plus quand c'est en proche banlieue, parce que c'est moins cher à Paris. Donc, concrètement, il n'est pas rare d'avoir une surélévation qui coûte autour des 6 000 € TTC par mètre carré. Donc, vous voyez la différence. Si ça se vend à 10 000 €, on enlève 20%, il reste 8 000, ça coûte 6 000, on partage 1 000. Ou deux fois, on arrive à réduire les coûts de construction et on partage d'autant la valeur avec les copropriétaires. Donc, ça va entre 5 000 et 6 000 € TTC, la construction. Voilà. Alors, évidemment, attention, à chaque fois que je donne un chiffre, on me prend ça, on dit c'est parole d'évangile. Non, ce n'est pas parole d'évangile, ça dépend vraiment de beaucoup de contextes, de renforcements éventuels. Et quand il y a des renforcements, généralement, ce sont des gros renforts de structure. Donc, ce n'est jamais pour 3 400 €. C'est toujours 50 000, 100 000, 200 000 et plus. Et donc, ça peut être discriminatoire et ça peut nous empêcher de faire un projet. Très bien. Donc, il y avait une question sur le type de chauffage. Je crois que vous avez dit que c'était du chauffage collectif gaz, si je me Gaz, souviens bien. C'est ça. Et vous avez changé la chaudière. Tout. Et également une question sur, avez-vous installé des systèmes de récupération des eaux de pluie pour les toilettes? Non, ce n'est pas prévu. Alors, pour reprendre, c'est un dispositif pour le chauffage qui est très peu connu, hein. Donc, c'est bien un chauffage collectif, c'est bien une chaudière, mais cette chaudière, elle marche individuellement pour chaque copropriétaire. Et c'est-à-dire que les occupants, si vous êtes propriétaire bailleur, c'est lui qui va payer directement son eau chaude, qui va chauffer son logement. C'est-à-dire que depuis la chaudière, vous avez un tube qui part, puisque ce sont des locaux qui font 14 mètres carrés, donc, et un radiateur, hein. Donc, il part au radiateur et qui revient. Donc, il n'y a pas de soudure, etc. Mais vous avez une vanne. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez, si au mois d'août, il fait 30 degrés et que vous voulez avoir 40 degrés dans votre appartement, vous pouvez ouvrir le chauffage, ça marchera. C'est votre problème. Et c'est individuel. C'est-à-dire que c'est une chaudière collective pour une utilisation individuelle du chauffage. Et ça, c'est tout nouveau. Et évidemment, mais la conséquence, c'est que les gens, comme ils payent leur chauffage, en règle générale, ils consomment beaucoup moins que quand c'est le chauffage des autres. Voilà. En plus, c'est très bien isolé. Voilà. Donc, voilà, on a une chaudière collective, mais on a un chauffage individuel. D'accord, très bien. Alors, une dernière question financière. Les logements qui sont vendus ont-ils déjà pris une plus-value? Alors, les logements ont-ils déjà pris une plus-value? C'est-à-dire que nous le vendons au prix du neuf. Donc, il faut savoir que nous assumons aussi le risque d'un décrochage du marché, c'est-à-dire quand on fait une offre, à partir du moment où on signe l'Assemblée générale et la promesse de vente, si jamais on a eu un Covid là, qui avec des effets qu'on attend en 2021, on assume nos risques, c'est-à-dire nous, on garantit un prix d'achat. Alors, évidemment, si le marché est plus bas, ben, nous, on assume aussi les pertes potentielles. Alors, concrètement, ce qu'on observe, c'est qu'on vend au prix du neuf, avec les garanties, mais l'intégralité des lots de l'immeuble existant prennent de la valeur. Parce que justement, on vend au prix du neuf, du coup, en disant 2 étages au-dessus, ça a été vendu 10 500, donc mon appartement qui valait 9 000, il vaut un peu plus cher. Et en plus, comme on a payé l'intégralité des charges et l'immeuble est neuf, enfin quasiment neuf, structurellement rénové, eh ben, il n'y a plus de grosses charges, donc ça se vend plus cher. Donc c'est bénéfique pour l'intégralité des copropriétaires. Très bien. Alors, j'ai une question qui n'a pas été posée du tout, donc on va juste la balayer rapidement. Quels sont les recours des voisins en cas de surélévation? C'est un classique
tous les types de travaux en plus. Alors, sont les recours normaux, c'est-à-dire un permis de construire passe en instruction à l'urbanisme, validé aussi par les architectes du bâtiment de France et la commission du Vieux Paris. Ensuite, quand il est validé légalement, nous avons une obligation de faire un affichage à l'extérieur du permis de construire. Il y a 2 mois de recours de tiers dans lesquels les voisins peuvent émettre des recours qui seront étudiés par l'urbanisme et qui seront jugés comme recours pertinents ou abusifs ou complètement normaux. Voilà, et on en discute et on adresse chaque recours. Alors, en l'occurrence, pour la rue de Docteur Potin, on n'a eu aucun recours. Hein. C'est-à-dire que finalement, c'est pas parce qu'il y a un permis de construire qu'il y a forcément recours de l'intégralité du voisinage. Hein. Quand c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis, ça apporte de la valeur aussi. Quand l'immeuble prend de la valeur, l'immeuble d'à côté aussi prend aussi des facteurs de la valeur puisque ça a été vendu plus cher à côté, donc eux aussi, etc. Donc, ça permet de valoriser aussi et d'apporter plutôt des bénéfices à tout le monde. Très bien. Je pense qu'on a déjà bien balayé le sujet, sachant que il y aura toujours des questions. N'hésitez pas à revenir vers Monsieur Solsberg pour des informations si vous avez un projet de surélévation, vous inscrire sur la plateforme Coach CoPro si vous souhaitez un accompagnement de notre part. Sachant que chaque projet a évidemment ses caractéristiques, donc nous pourrons vous accompagner plus dans le détail. Donc je vous remercie Monsieur Solsberg, Monsieur Petriart et Fabrice Fouriot pour cette intervention qui sera publiée sur notre chaîne YouTube si vous souhaitez revoir les éléments. Et puis je vous souhaite aussi des bonnes fêtes de fin d'année puisque en l'occurrence ce sera mon dernier rendez-vous CoPro pour cette année. Merci à vous. Bonne journée, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.